Nous avons à la fois un grand serviteur de l'État, donc quand même c'est formidable, hein, Polytechnique Mines, c'est quand même... j'ai beaucoup travaillé avec cette filière-là dans ma vie de ministre et autres. Et puis quelqu'un qui connaît également le privé, plutôt du côté stratège, quoi. C'est plutôt un stratège. Nous avons un stratège, donc avec nous, un défenseur de l'État stratège et qui veut donc réindustrialiser dans un moment où on a une grande interrogation sur le commerce mondial. On a des États autoritaires qui veulent se refermer sur eux-mêmes, on a tout ce grand mouvement et on a l'impératif climatique qui lui est plutôt multilatéral. Et donc on est à la fois, on est très intéressé de savoir quelles sont les recettes d'Olivier Luancy et notamment si ça fonctionne. Quels sont ces... Au fond, il a déjà dans sa vie suffisamment travaillé pour pouvoir porter un regard sur ses résultats. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il est écouté? Comment ça fonctionne? En tous les cas, on est ravis de l'avoir avec nous. Voilà, Olivier, c'est à toi. Alors, je vais faire quelques minutes préalablement. J'en profite à peu près à chaque fois, maintenant que j'interviens, pour qu'on se raconte ensemble l'histoire de la désindustrialisation de la France. Je vais faire vite parce que de 1975 à peu près 2009, on a juste oublié de se raconter une histoire. Et comme on ne se l'est pas racontée, on ne se l'est pas appropriée, et qu'aujourd'hui, quand on parle de réindustrialisation ou de renaissance de l'industrie, je fais partie des gens qui considèrent qu'on ne construit pas son futur si on ne connaît pas son passé, et on a juste fait une parenthèse pendant 30-40 ans sur ce sujet-là. 75, choc pétrolier, le monde occidental bascule dans ce qu'on a appelé la société post-industrielle, et désindustrialisation massive sans se poser de questions. Je vais aller très très vite hein, pour juste faire la frise, jusqu'à peu près dans les années 90. Années 90, on a commencé à perdre déjà beaucoup d'emplois dans des territoires. Et en France, ce n'est pas le ministère de l'économie ou de l'industrie qui se pose la question de où est-ce qu'on va avec cette phase de désindustrialisation, c'est la DATAR. C'est les gens de l'aménagement du territoire parce qu'ils se rendent compte que cette désindustrialisation a commencé à faire beaucoup de dégâts dans la fracture territoriale, dans la socialité des territoires. Et ça donne les clusters, pour parler d'une initiative emblématique des années 90, qui est la récupération du système productif local, modèle italien. On bascule après, jusque-là, on commence à avoir une petite dualité de pensée en France, entre une pensée macroéconomique qui reste post-industrielle, tertiarisation à fond, et puis une pensée territoriale qui se dit, mais quand même l'industrie, ça sert à quelque chose sur le territoire. Cette dualité, voire cette schizophrénie, elle s'accélère dans les années 2000, avec deux éléments emblématiques, si vous voulez retenir que ça. C'est la phrase de Serge Tchuruk, Alcatel 2001, un groupe sans entreprise, janvier 2001, qui est véritablement la quintessence de la pensée macroéconomique de la France à ce moment-là, en tous les cas en termes industriels. Et puis de l'autre côté, toujours la DATAR, qui, elle, voit l'effet de la désindustrialisation sur les territoires, et je vous invite à regarder les cartes, c'est pas un quart nord-est, c'est la moitié de la France, sur lesquelles chaque famille, dans l'intimité familiale, c'est-à-dire sur le petit cercle familial, a une histoire personnelle de quelqu'un qui a perdu son job, qui a perdu la trame de sa vie professionnelle à cause de la désindustrialisation. Et ça, ça marque au fer rouge hein, dans nos esprits collectifs, et c'est la moitié de la France, c'est pas un petit quart. Et la DATAR, qui se rend compte de ça, lance les pôles de compétitivité en se disant il faut qu'on arrive à réindustrialiser. Alors les pôles de compétitivité sont véritablement pour moi emblématiques de cette schizophrénie des années 2000 jusqu'à 2010 en France, puisqu'on part sur un produit en disant on va adosser nos filières, nos 15 filières, en ayant une spécialisation territoriale et en permettant de faire le lien grand groupe filière recherche PME, et les acteurs du développement local s'emparent du sujet parce qu'eux ont un besoin de réindustrialiser, de redévelopper l'industrie dans le territoire tellement ils sont en souffrance, et vous n'avez pas 15 candidatures, vous en avez 70. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur et donc en charge des collectivités locales, voit le coup politique et met tout le monde devant le fait accompli en disant les 70 seront labellisés. Et on a depuis 70, alors on essaye de réguler, mais cette dualité de pensée est reflétée à chaque fois que vous avez une évaluation sur les pôles de compétitivité qui est assez évidente. 2009, États généraux de l'industrie,
présidence Sarkozy animée par Estrosi, ministre de l'Industrie à l'époque, on commence à avoir une prise de conscience collective, c'est-à-dire au niveau de notre macroéconomie, au niveau de ce qu'on appellerait Bercy, début. Et depuis 10 ans à peu près, on peut citer le rapport Gallois 2012 et ce qui se fait aujourd'hui, depuis 10 ans, on est progressivement en train de réarmer notre politique industrielle, brique après brique. Territoire d'industrie dont j'ai la responsabilité est l'une des dernières briques qui a été mise en place. Globalement, ce qui nous manque quand même, c'est que personne ne répond à la question, ça sert à quoi l'industrie dans une France du XXIe siècle? On a un manque de cohérence. On a mis les briques, un peu d'innovation, du financement, des filières, du territoire, etc., de la R&D, mais on ne s'est pas posé la question globale. Et je pense qu'une politique publique, si on ne lui donne pas du sens, surtout aujourd'hui avec des modes de communication, une forme de critique continue de l'élite, on aura du mal à embarquer complètement. J'espère que c'est ce qui est en train de se faire avec le pacte productif qui va sortir à la fin de l'année. Je ferme ça, juste, je ne sais pas si j'ai raison en vous rencontrant cette fresque, ce que je veux juste c'est provoquer le débat, parce que tant qu'on ne se réappropriera pas ce qui s'est passé dans notre pays pendant ces 10 années-là, pendant ces 40 années-là, on aura du mal à faire la renaissance de l'industrie. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de territoire d'industrie et de son lien avec le développement durable et ce que j'en ai découvert. Est-ce que certains d'entre vous sont familiers avec territoire d'industrie? Vous en avez? Ok. Voilà, ça va, il n'y en a pas trop qui vont s'ennuyer à me réentendre une deuxième fois. Je vous fais un petit récapitulatif de ce que c'est que territoire d'industrie. C'est une initiative, une action publique assez originale et assez innovante par ses modalités. D'abord, on a commencé par labelliser des territoires. Ça, c'est classique. Vous avez plein de labellisations de territoires qui se font. Alors, une petite anecdote quand même. J'ai eu la chance de faire partie de la mission de préfiguration. On a labellisé à l'époque 124 territoires d'industrie. Je vous raconterai pourquoi on est aujourd'hui à 144. Quand on l'a fait, on a dû le faire ça, comme ça arrive souvent quand il y a des initiatives politiques, un peu dans l'urgence. Et lorsqu'on a labellisé les 124 territoires d'industrie, on s'est rendu compte qu'on était très imparfait. Bref, qu'on s'était raté. Il y a des territoires qui ont levé le dos en disant « Moi, je suis un territoire d'industrie, et pourquoi vous ne m'avez pas labellisé ?» Alors, c'est pas grave, on est sur une démarche apprenante, donc à partir de maintenant, vous pouvez faire acte de candidature et on peut vous relabelliser, et c'est les régions qui mettent le tampon. C'est comme ça qu'on passe de 124 à 144. La leçon que j'en tire quand même, c'est qu'aujourd'hui, l'État central connaît mal les territoires. Si on s'est raté, c'est parce qu'on était pressé, mais pas seulement. L'État central ne connaît plus la réalité des territoires français. C'est pas grave, il suffit de le savoir et de se dire qu'il faut décentraliser aux régions ou faire plus confiance aux régions pour gérer ça. Mais c'est une réalité à laquelle on a été confronté. Labelliser, c'est bien, on aurait pu s'arrêter là, c'est sympa, on vous met un pins là sur le revers du costard, et puis c'est bon, on passe à autre chose. Alors là, ça a été véritablement la volonté de Matignon, du Premier ministre et de son cabinet, de dire on ne s'arrête pas là, il faut qu'on demande à ces territoires d'avoir leur propre stratégie. Alors ce qu'on a fait, on l'a fait en 2 temps. D'abord, on a dit une stratégie, il faut qu'elle soit portée par quelqu'un. Donc on a demandé à ces territoires de nommer 2 référents, un élu et un industriel, pour être sûr que les 2 travaillent ensemble. On nous a dit c'est impossible, parce que vous comprenez, un territoire, des fois, c'est plusieurs communautés de communes, avec une petite agglomération au milieu, etc. Alors essayez de demander, notamment à des politiques, de trouver celui qui va les représenter collectivement. Ils sont tous présidents. Donc on nous a dit ce sera impossible. En fait, au bout de 6 mois, on a 85, je crois, territoires qui l'ont fait. Alors au début, on a été soft, on a dit vous faites un collectif pour piloter le territoire d'industrie. Et puis la nature humaine est ce qu'elle est. Il y a des gens qui s'investissent plus dans un certain nombre de dossiers, qui animent les réunions, qui prennent la parole. Et finalement, naturellement, sans forcer, sans arbitrage politique, j'ai un seul endroit en France où il y a une tension. On a cette émergence de leaders sur les territoires. C'est absolument clé qu'il y ait des leaders sur les territoires. Je ne vous refais pas l'histoire du côté des industriels parce qu'elle est plus cachée, plus compliquée. Les industriels, en fait, ne savent pas encore très bien faire émerger des représentations locales de leur communauté. C'est un jeu politique auquel ils ne sont pas très habitués. C'est absolument essentiel d'avoir des leaders sur un territoire.
Je pensais en rentrant dans cet exercice que ce qui faisait la différence entre un territoire qui marchait et qui ne marchait pas était ce qu'on appellerait des paramètres structurels. Vous avez plus d'investissement, plus de formation, vous avez une autoroute pas loin, vous avez un port, une ligne ferroviaire, etc. Ce que je constate aujourd'hui et que j'essaye de faire documenter de manière un peu plus académique, c'est ce qui fait la différence sur un territoire, ce sont des hommes et des femmes qui portent un projet. Et qu'on s'est raté pendant des années et des décennies. Regardez comment nous allouons les fonds FEDER. Je ne dis pas que c'est facile d'allouer des fonds FEDER à la gueule, je dirais, au caractère. Mais on alloue des fonds FEDER en fonction de paramètres structurels qui ne reflètent pas la dynamique positive ou négative d'un territoire. Voilà. Donc, une grande surprise que j'ai eue dans cette dynamique-là, c'est qu'un territoire, en fait, sa définition, c'est une composition d'hommes et de femmes et d'acteurs qui jouent ensemble. C'est pas de savoir s'il y a un port, une ligne ferroviaire ou quelque chose comme ça. Ça aide, mais c'est du second degré. On a ces leaders qui émergent et après on leur dit « Faites votre plan d'action. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour redévelopper l'industrie sur votre territoire ?» Et alors la question qui remonte, c'est « On a le droit de dire quoi ?» Tout ce que vous voulez. Dites-nous ce dont vous pensez que vous avez besoin pour faire repartir l'industrie dans votre territoire. On vous fait confiance. Vous êtes ceux qui vous connaissez le mieux. Dire ça à des territoires en France avec notre administration, c'est briser un dogme, quasiment. Et assez étonnamment, ça marche. Ça marche parce que, moi j'ai été étonné, je pense que cette initiative est aujourd'hui sur une très bonne dynamique, je ne dirais pas que c'est encore un succès. Alors c'est peut-être dû à mon équipe, on a beaucoup travaillé, on est excellent, etc. La réalité, c'est qu'on a en face de nous des acteurs, qu'on appelle les acteurs de territoire, qui ont envie d'industrie. Et ils n'ont pas envie d'industrie, je dirais simplement, ils ont envie de se réapproprier leur destin. Et on va le voir sur plusieurs plans, et c'est là aussi que se fait le lien avec le développement durable, mais aussi le développement des cœurs de ville, etc. Les acteurs sur les territoires ont envie de se réapproprier leur destin. C'est une envie forte et profonde, et qui pour moi, c'est la lecture que j'en ai aujourd'hui, peut-être que je me trompe, encore une fois, j'aime bien lancer des idées, puis après on en débat. Je crois que les territoires ne croient plus au modèle mondialisation, financiarisation, services à haute valeur ajoutée concentrés dans les métropoles, qui ensuite, au nom de la solidarité nationale, ferait une péréquation, ce qui était écrit dans un article dans Le Monde en utilisant le terme de ruissellement. Ce modèle-là, qui était sous-jacent à notre interprétation de la mondialisation, qui n'a pas été celle de l'Allemagne à partir des années 90, c'est visible dans les chiffres macroéconomiques. Ce modèle de mondialisation que nous avons voulu adopter, les territoires français, ces acteurs, n'y croient plus. Le fait de ne plus croire aux élites, c'est aussi de ne plus croire au fait que la solidarité nationale va permettre de créer de la richesse dans les métropoles pour en répartir une partie sur les territoires afin de leur permettre de vivre correctement. Et comme c'est une réalité assez profonde, alors après, c'est pas toujours explicite, c'est ça qui est génial dans cette intelligence collective pragmatique qu'on a dans les territoires. Vous avez des acteurs qui peut-être ne le formulent pas comme moi je le formule, mais qui au fond d'eux le croient très fortement, avec un bon sens. Et bien à ce moment-là, ils se disent, puisque je ne peux plus avoir confiance dans ce système de redistribution, de répartition, il faut que je me réapproprie mon destin. Et l'industrie, mais le développement durable, mais les cœurs de ville aussi, sont des modalités de se réapproprier son destin de territoire. Alors, pourquoi l'industrie, ça marche aussi bien? Mettez-vous dans la peau, j'ai souvent une question, la carte vous l'avez eue, mais pourquoi il y a autant de territoires d'industrie? Mais si on voulait rationalité, on mettrait ça dans 10 zones en France, on les densifie en industrie, on joue à fond la carte de la plateforme, et puis ça va marcher, on fera des gains de productivité, des gains d'efficacité. Mettez-vous dans la peau d'un acteur local et qui se dit aujourd'hui, il faut que je crée de la valeur sur mon territoire. Il faut que la balance commerciale de mon territoire soit positive pour que j'y rentre de la valeur. Quelle solution vous avez? Vous avez le tourisme. Ça marche bien pour le littoral et la montagne. Vous avez l'économie, ce qu'on appelle l'économie résidentielle. Accueillir des retraités avec un haut pouvoir d'achat ou des étrangers. Vous avez quelques jolis modèles comme ça. C'est des gens qui rentrent dans votre territoire, qui par leur résidence secondaire ou par leur vie, je dirais, en tant que retraités, réimportent dans le territoire de la richesse. Mais c'est limité.
Et en fait, sur la moitié des territoires français au moins, la seule manière de créer de la richesse, d'importer de la richesse, c'est de développer l'outil productif. Et c'est pour ça que vous avez autant de territoires, autant d'envie. C'est qu'ils n'ont pas tellement d'autres solutions pour créer de la richesse localement que de développer l'outil productif. Voilà à peu près ce qu'on a lancé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, comme je vous le dis, il y a 144 territoires d'industrie. 85% ont mis en place leur gouvernance, pas tous avec le binôme, mais une très large majorité avec le binôme. Il y en a encore qui se cherchent, mais ça va venir. 29 ont formalisé leur plan d'action tamponné par la région et par l'État. On a 474 actions dans ces plans d'action. Aujourd'hui, il y a 250 millions d'euros qui ont été engagés par l'État ou les opérateurs pour soutenir ces actions, et la dynamique avance. Je vous ai fait part de quelques surprises et quelques découvertes que j'ai fait dans ce chemin de 9 mois. Je vais continuer un petit peu par des bonnes et des mauvaises. Une mauvaise, il y a des territoires qui avaient envie d'industrie et qui n'ont pas démarré. On les a labellisés, on a mis le pins, puis on a dit « allez-y maintenant, on vous donne le stylo, écrivez votre destin ». Et ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais simplement parce qu'ils n'avaient personne pour tenir le stylo. Vous avez des territoires qui sont en carence de ce qu'on appelle un peu pompeusement une ingénierie de projet ou une ingénierie de territoire telle que même s'ils ont envie, s'ils sont convaincus qu'ils doivent se réapproprier leur destin, ne sont plus capables de le faire. J'ai un élu du Grand Est qui m'a dit « Monsieur Liancy, c'est super cette initiative, mais mon territoire, c'est une terre brûlée de la désindustrialisation. » Bien sûr, monsieur le maire, enfin vous êtes un peu romantique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. J'en souffre encore tellement que le moindre euro public que j'ai à ma disposition, moi et les autres acteurs, on le met dans le social. Et donc, nous n'avons pas un seul euro, même pour se payer un chargé de mission, pour animer un projet sur le futur de réinventer notre avenir. Alors, grande découverte, on a annoncé mardi que... alors, je suis allé faire un peu les fonds de tiroir des budgets de l'État. On a trouvé un programme qui n'était pas tout à fait consommé, on a fait une OPA dessus, on l'a fait annoncer par la ministre Jacqueline Gouraud mardi dernier, et l'État va financer pour 25 territoires des chargés de mission pour faire ce boulot-là. On est complètement hétérodoxe par rapport à la façon d'intervenir. Enfin, l'État intervient sur des compétences locales, en payant du chargé de mission dans des communautés de communes, bref, c'est pas bien, mais n'empêche qu'il y en a besoin si on veut que ces territoires redémarrent. Quels sont les défis maintenant de ces territoires? C'est l'attractivité le point numéro 1. Ces territoires et l'industrie, ils payent de la double peine. Faible attractivité des villes moyennes pour y attirer des talents. On a beaucoup misé sur Paris, capitale, mais aussi on a la chance d'avoir des métropoles d'équilibre en France. Développement territorial que n'a pas fait le Royaume-Uni, regardez où ça le mène. Mais par contre, nous n'avons pas tellement misé sur les villes moyennes. C'est la grosse sous-préfecture ou la petite préfecture. Et quand vous voulez attirer des talents, à Saint-Jean-de-Maurienne, par exemple, à Chambéry, c'est plus facile, à Nevers, c'est plus difficile. Voilà. Donc, attractivité des territoires où se développe l'industrie, ou l'outil productif. Deuxième peine, attractivité des métiers de l'industrie. L'industrie n'a pas communiqué sur ses qualités, sur sa transformation, depuis des décennies. La FNSEA n'a pas laissé à l'État de faire la pub de l'agriculture. Les chambres de commerce ont fait une campagne de pub, l'artisanat, le premier métier de France, pendant des années, et qui s'est implanté dans nos têtes. Nous n'avons pas eu l'équivalent sur l'industrie. Et ce n'est pas la semaine de l'industrie pilotée par l'État qui a pu compenser ça. Donc en fait, on a un véritable déficit d'image. Autre point découverte, difficulté de recruter. On est face à ce que j'appelle un échec collectif majeur. Vous avez des jobs qui sont ouverts, qui sont des CDI, et le I n'est pas virtuel. On vous garantit 20 ans de carrière sans problème, pour des métiers payés 20% en moyenne en plus que ce que paieraient les services pour les mêmes niveaux de qualification, et vous ne trouvez personne parce que les compétences ne sont pas là. On s'est vraiment planté collectivement. Enfin, je veux dire, c'est pas une question de savoir quel gouvernement, si c'est les régions, l'État, etc. On s'est complètement planté sur le modèle avec lequel on a fonctionné pour amener nos jeunes à des formations. Et c'est un drame aujourd'hui. Je ne vais pas dans un territoire, même un territoire qui a 10% de chômage,
sans rencontrer un chef d'entreprise qui me dit « Monsieur Luancy, je refuse des commandes parce que je n'ai pas les bras et les têtes pour les délivrer. » Il ne me parle pas d'impôt de production, c'est une commande sur laquelle il a sa rentabilité. Il ne me parle pas du coût du travail. Il me dit simplement « Je n'ai pas les bras et les têtes pour répondre à ces commandes. » Je vais vous prendre le chiffre, c'est assez difficile d'avoir des chiffres un peu macro sur le sujet. Vous verrez, Agnès Pannier cite le chiffre de 50 000, peut-être 200 000. Je vais vous citer un chiffre qui est un chiffre métropolitain, ils ont fait un très très beau travail, c'est Lyon Métropole. Lyon Métropole, depuis le début de l'année, 15 000 offres d'emploi dans l'industrie, 10 000 candidatures. Candidatures, c'est-à-dire avant tout process de sélection. Voilà où on en est. Alors, bon, je vais passer sur d'autres découvertes, la simplification, et notamment, et un point maintenant pour faire le lien avec le sujet qui nous intéresse sur la transition écologique. Quand les fiches sont remontées des territoires, j'ai été surpris de voir apparaître pas mal de fiches sur la transition écologique. Alors, encore une fois, ce parcours est un véritable parcours de découverte, de surprise, de bonnes et de mauvaises, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passait, pourquoi c'était là? Très structuré, c'est-à-dire que dans le process après de validation, ces fiches, ces projets qui sont autour du déchet, du CO2, de l'hydrogène, beaucoup, des projets très matures qui ont facilement passé les différentes épreuves de validation. Alors on pourra parler de quelques cas, mais cette situation me fait dire aujourd'hui que en fait c'est deux logiques de développement économique par l'outil productif et de transition écologique au niveau des territoires, comme ils sont en proximité à partir du moment où ils ont réussi à se décloisonner. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est plus facile. Ces deux approches-là sont complètement fusionnelles. Ce que nous avons de la peine à faire au niveau de l'État, au niveau national, de rapprocher deux logiques, on les oppose très souvent dans la législation, dans les acteurs qu'on met en face. Au niveau d'un territoire, ces deux sujets sont complètement imbriqués et nous sommes aujourd'hui en train de rapprocher les contrats de territoire d'industrie et les contrats de transition écologique qui sont deux outils que l'État a développés et on s'amuse parce que les tuyaux ne sont pas les mêmes. Nous, on est très décentralisés. Les contrats de transition écologique sont instruits par le ministère, le MTES directement de manière centralisée. Donc on a des questions de tuyaux d'orgue à mettre en place, mais c'est que des questions de tuyaux d'orgue parce que l'envie localement, elle est très forte. Quelques exemples, Dunkerque, par exemple, qui se dit le Qatar de l'énergie fatale, veut faire une politique sur la qualité de l'air. Il pense que c'est lié à sa compétence d'autorité organisatrice des transports. Ils mettent des étudiants là-dessus, qui leur mettent en face de leur réalité, là aussi, intergénérationnelle, différentes personnes, je décloisonne, et qui disent en fait la qualité de l'air à Dunkerque, elle est liée aux industriels. Ben, c'est pas grave, on va les chercher. Et on travaille ensemble sur la qualité de l'air à Dunkerque, avec les industriels qui sont preneurs de ce type de choses. Dole, à côté de Dole, vous avez Solvay, l'un des plus gros sites de production d'hydrogène en Europe. Ils veulent développer la filière hydrogène, très bien, il y a des bus, il y a des voitures, on va voir la poste, etc. Et puis ils découvrent que juste à côté de chez eux, il y a une immense plateforme de Colruyt. Colruyt, c'est un grand distributeur, c'est un Auchan ou un Intermarché belge. Et Colruyt a une politique de développement durable très agressive, et ils commencent à développer des péniches à l'hydrogène pour transporter entre plateformes logistiques les biens de Colruyt. Pareil, décloisonnement, super surprise locale. Donc constat que les deux logiques, développement de l'outil productif et transition écologique au niveau d'un territoire sont complètement imbriquées et il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de tabou, on en discute, c'est les mêmes acteurs qui veulent se réapproprier le destin de leur territoire. La question qui peut se poser, c'est est-ce que la somme de ces initiatives va nous permettre de remplir ou de répondre à nos engagements internationaux? Et quand aujourd'hui je discute avec le ministère de la Transition écologique et solidaire de la fusion des contrats de transition écologique et de mes contrats de territoire d'industrie, on sent une tension derrière, on a un objectif par le haut, est-ce qu'on est sûr que la somme fera le résultat? Personne n'en a la certitude. Et je ne sais pas comment résoudre cette équation, c'est une question méthodologique que je vous pose, mais c'est quelque chose, c'est un espace de tension aujourd'hui par rapport à ces politiques décentralisées.
Ça, c'est un point, je dirais, assez visible. Et puis peut-être un dernier point qui est aussi de progrès aujourd'hui ou de questionnement qu'on doit avoir. On fonctionne beaucoup par expérimentation dans les territoires. On teste des choses. Un territoire qui est dos au mur, qui veut se réapproprier son destin, n'a pas peur d'innover. L'innovation sociale, aujourd'hui, elle se fait dans les territoires, à mon avis, plus que dans les métropoles. Alors, je ne connais pas bien les questions de politique de la ville, donc je ne vais pas le mettre dans ce panier-là, mais il y a des véritables innovations sociales au niveau des territoires, où il y a des acteurs qui jouent ensemble. Ils fonctionnent par expérimentation. Comment est-ce qu'on passe de l'expérimentation à l'échelle? Il y avait une intervention assez récente sur l'hydrogène qui disait finalement l'hydrogène va peut-être être une filière où on aura aggloméré plein d'initiatives locales pour finir par en faire une filière. On ne l'aura pas tiré par le haut, on l'aura poussé par le bas. C'est peut-être vrai, mais il y a une véritable question de comment, à partir d'une expérimentation sur un territoire qui marche bien, on est capable d'en faire une machine à produire des résultats. Et ça, c'est la deuxième interrogation que j'ai par rapport à ce paysage qui a été pour moi une découverte et que j'ai tenté de partager avec vous en essayant de ne pas être trop long. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que l'industrie? Je suis en train de faire un travail avec une jeune thésarde qui va publier sa thèse sur l'industrie du futur, et on en est arrivé à la conclusion que quand vous ouvrez le Larousse et que vous prenez la définition de l'industrie, ça ne correspond plus à ce que c'est aujourd'hui. Et donc, soit on définit autrement l'industrie dans les 5 années à venir, soit on change de mot. Mais il y a aujourd'hui un décalage complet. Je vais vous donner quelques illustrations qui sont assez simples. L'industrie automobile, dans quelques années, la valeur ajoutée de l'industrie automobile, ce sera 50% produire des bagnoles et 50% des services. Et ce 50-50 sera, à mon avis, au moins la généralité à tous les secteurs économiques. À partir du moment où le tertiaire rentre dans l'industrie ou l'industrie tertiaire, les définitions qui sont en fait issues que de la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que quand même le monde a changé, ne sont simplement plus opérantes. La réflexion qu'on a nous amène à dire l'industrie, en fait, qui a été définie par le produit manufacturé, doit changer de définition et doit se définir par ses savoir-faire. Les savoir-faire de l'industrie sont ceux de traiter la masse, le nombre, la complexité, avec une recherche continue d'efficacité économique. Et à partir du moment où vous dites ça, vous comprenez pourquoi on a parlé d'industrie de service. Et aussi, vous comprenez peut-être, même si c'est un champ à explorer, qu'est-ce que l'industrie peut apporter au développement durable. Vous avez des enjeux, les déchets, le CO2, par exemple, pour ne citer que cela, ou l'économie circulaire, qui n'auront des solutions que si on mobilise ces savoir-faire que je qualifie d'industriels. Voilà. Mais ça, c'est un travail qu'il faut faire et qui est devant nous. Donc l'industrie n'est plus l'industrie telle qu'on l'a imaginée. Conséquence pour les territoires, et je cite souvent l'exemple du groupe Muller là-dessus, c'est que si vous avez une usine, vous êtes une PME ou une ETI territoriale, pas forcément le grand groupe Michelin qui a plus de moyens, mais la logique est la même, et vous vous dites, demain, mon modèle économique, c'est 50% de services. Où est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait dans mon territoire, ou bien je fais les startups, c'est beaucoup de services digitaux, à Paris, à Lyon, à Nantes. Et là, si on veut redévelopper les territoires, parce que c'est une demande politique, mais je crois profonde, hein, c'est les gilets jaunes, il ne faut pas se leurrer, si on veut au moins accompagner pendant quelques années, quelques décennies ces territoires, l'un des enjeux des territoires, c'est comment j'attire dans les territoires ces gens qui vont développer ces services, comment j'arrive à me convaincre que la synergie entre le lieu où je produis un objet et le lieu où je développe les services qui sont associés est plus forte qu'aller mettre des startups à 100 km, 200 km dans une métropole. Ça, c'est une véritable, à mon avis, équation qu'on a derrière cette évolution, pour dire que cette évolution, elle a des conséquences très concrètes en termes de choix de modèle. En venant ici ce matin, la nouvelle que j'avais entendue était que Michelin allait fermer, ou en tous les cas réduire ses activités. Et ça m'a fait penser alors un petit peu à ce que vous dites, c'est-à-dire que j'en avais beaucoup parlé avec Michelin à l'époque. En ce moment, c'est la convergence qu'il peut y avoir
entre les activités industrielles et la réglementation européenne ou française. Je m'explique. Michelin produit des pneus de grande qualité, notamment pour les poids lourds et les avions. Et d'ailleurs, Michelin ne vend pas des pneus, il vend des atterrissages ou des kilomètres. Ces pneus sont rechapables, c'est-à-dire qu'on peut les recycler et les réutiliser. Mais les Chinois vendent des pneus qui durent très très peu de temps, mais qui sont beaucoup moins chers, et résultat, Michelin perd des parts de marché parce qu'il n'y a pas de règlement européen, si je puis dire, garantissant la durée, la réparabilité des pneus. Et donc, il n'y a aucun obstacle à la pénétration chinoise. Alors, je dis ça juste parce que Michelin, ça m'a frappé, c'est Clermont-Ferrand. On reste à Clermont-Ferrand. On veut rester à Clermont-Ferrand. Et il y a de moins en moins d'avions, d'ailleurs, pour aller à Clermont-Ferrand, où ça devient compliqué. Et donc, cette volonté de rester, ça me fait penser à ce que vous dites sur... il y a des êtres humains qui sont là, qui veulent que ça reste là. Vous avez dit, le modèle de la mondialisation, les gens n'y croient plus. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est la fortune du mot territoire. Moi, je me souviens, je suis parti aux États-Unis travailler aux Nations Unies. On ne parlait pas de territoire. Je reviens, tout le monde parle de territoire. Donc, il y a une espèce d'extraordinaire réancrage, peut-être, de la volonté, de l'action, etc. Et donc, elle est forcément conjuguée à des initiatives politiques pour refaire ou la mondialisation d'une manière ou d'une autre. On en a quand même besoin de cette mondialisation. Donc, comment fait-on, Olivier, aussi comment fait-on? En ce moment, les écolos et autres, nous, parlent beaucoup de résilience. Alors, est-ce que la résilience est un projet qui permet la réindustrialisation, par exemple? C'est extraordinaire comme en ce moment, tout le monde dans les territoires cherche les moyens de produire localement son énergie. Bon, voilà, donc, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut avoir des réseaux? Est-ce qu'on peut avoir de l'autoconsommation collective au niveau local, etc., etc. Donc, moi, c'est quand même extraordinairement rassérénant d'entendre que la transition et la réindustrialisation peuvent marcher de pair. Ça, c'est quand même extrêmement agréable à entendre. Mais donc, est-ce qu'on n'a pas besoin un peu d'un cadre politique nouveau pour permettre tout ça? Alors, après la mondialisation, une fois qu'on est dans cette idée-là, encore une fois, je ne sais pas si j'ai raison, je vous dis ce que je ressens, ce que je vois. Ce que j'essaye d'analyser ou de faire analyser autour de moi. Ce que j'ai indiqué, c'est que le modèle de mondialisation qu'on avait perçu en France n'était plus accepté. Ça ne veut pas dire que la mondialisation ne l'est pas. Je suis estomaqué, et ça c'est des super surprises, des pépites que je trouve dans les territoires français. Aujourd'hui, avec le monde mondialisé, financiarisé et digitalisé, une ville moyenne peut être le centre du monde dans sa spécialité. Et si vous l'êtes, ça vous donne un ancrage, une identité, une capacité de vous mobiliser, de mobiliser collectivement, une fierté, de valeur ajoutée qui est fantastique. Aujourd'hui, une ville moyenne peut être le centre du monde dans sa spécialité. Les élus que je rencontre ne font plus la confusion entre spécialisation et différenciation. Je m'explique, plus personne ne veut spécialiser un territoire sur une mono-industrie. Chacun a vécu trop d'exemples de cycles économiques et dans ces cas-là, quand vous êtes un territoire autour d'une ville moyenne, vous n'avez pas la résilience nécessaire à faire face à un cycle économique quand vous êtes trop concentré. Mais différenciation, ça ne veut pas dire que ça représente une part majeure de votre économie, mais c'est ce qui vous différencie. Pays de l'Aigle, vous avez une boîte qui s'appelle Bohain, qui est le leader mondial de l'aiguille. Et qui, autour de ça, ne fait pas l'ensemble de son activité économique, hein, loin de là, mais autour de ça, se dit, il y a peut-être une piste pour me faire une identité économique, une identité culturelle de mon territoire, autour de tous ces métiers d'art. La paillette, vous savez, actuellement, il y a la mode des petites paillettes qu'on peut retourner en mettant sur les t-shirts des rideaux, etc. Et voilà, et là-dessus, je prends cet exemple-là, il n'est pas du tout abouti. Il y a peu de territoires qui ont abouti cette démarche-là. Mais je crois qu'on peut insérer des territoires dans la mondialisation en réfléchissant le sujet de leur stratégie, de leur positionnement, de leur différenciation. Est-ce qu'on a besoin de réglementation pour le faire? Sans doute. On est en train de passer dans une économie de service. L'idée de vendre du kilomètre ou de l'atterrissage par rapport à vendre un pneu est une tendance forte.
Aujourd'hui, les industriels que je rencontre ont du mal à vendre ce service-là. C'est pas facile de le pricer, pour utiliser un terme d'économie. Ce qui se passe, c'est que eux font avec le 4.0 des gains de productivité, entre 20 et 30% sur 4 à 5 ans. C'est ce que j'ai vendu chez EY pendant 3 ans. On l'a fait sur plusieurs activités. Je pense que ça se généralise. Et en fait, si vous faites des gains de productivité, votre client va dire bah, vous me baissez les prix. Et pour éviter de baisser les prix et le maintenir au même niveau, ce que font les industriels, c'est qu'ils donnent entre guillemets gratuitement le service qu'ils ont développé. Alors c'est pas gratuitement, mais ça leur permet d'éviter de baisser les prix. Mais aujourd'hui, ce basculement dans un monde de services où on vend essentiellement du service plus qu'un objet manufacturé n'est pas encore mûr, même dans le marché. Est-ce que la puissance publique peut y aider? Sans doute. Je ne suis pas sûr, par exemple, que les gens autour de moi à Bercy aient une compréhension aussi claire que celle que j'affirme de ce qui est en train de se passer. Donc le fait industriel ayant été déclassé pendant des décennies, les gens qui peuvent réfléchir à ce type de support-là, en tous les cas, je ne me prononcerai pas sur la Commission européenne parce que j'y étais, mais ça fait trop longtemps. Ce que je vois aujourd'hui sur l'État français, c'est que la réflexion sur comment l'industrie évolue et comment on peut l'accompagner est encore trop pauvre par rapport à la réalité que je perçois et même la maturité dans un certain nombre de territoires. Alors je vais vous décevoir sur TIGA parce que j'aime bien me prononcer et j'espère que vous l'avez senti, j'aime bien avancer des idées et essayer de tester des idées, mais j'aime le faire sur les domaines que je connais. Et sur TIGA, je connais peu l'exercice. Il y a un recoupement assez fort entre TIGA, donc les territoires d'innovation de grande ambition, et puis les territoires d'industrie. Ces territoires qui, en fait, ont commencé à reprendre leur destin en main, sont autour d'un certain nombre de leaders, hommes ou femmes, élus ou industriels. Vous allez à Figeac, c'est un industriel, c'est le patron de Ratier Figeac qui fait la bonne partie de la dynamique. Voilà. Et ben dans ces cas-là, ces territoires-là, en fait, sont mieux armés pour répondre à ce type d'appel à projet. Voilà. Et on a fait, sur 24 lauréats, vous avez 20 territoires d'industrie qui sont impliqués. Voilà. Donc, alors qu'on représente, on dira, 45% de la surface et 0 métropole. Enfin, sauf une toute petite exception, parce que Aix, Marseille, Provence, c'est une métropole tellement large qu'après, il faut se découper à l'intérieur. Mais voilà, donc, alors qu'a priori, les territoires d'industrie n'étaient pas des candidats naturels pour ce type d'appel d'offres, où on voit naturellement émerger des très belles propositions de Lyon, etc. Donc des métropoles costauds en ingénierie. Ces territoires-là, en fait, ont réussi à prendre la balle au bon. Jacobinisme et territorialisation, comment peut-on déléguer sans donner les moyens? Je vous ai identifié un point sur lequel les territoires n'avaient pas assez de moyens, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie. Alors il y a ce que j'appelle l'ingénierie, qui est un mot valise. Vous avez le chargé de mission, je vais vous donner un exemple, j'étais à Brive, la Gaillarde, où on a fait un comité local de territoire d'industrie la semaine dernière. C'était présidé par le président de l'agglo de Brive, et à côté de lui, il y avait la chargée de mission qui animait territoire d'industrie, une jeune dame, à peu près 35 ans, très dynamique. On voit bien qu'elle maîtrise son sujet, elle maîtrise sa communauté. Vous savez, dans ces types de réunions, il y a toujours celui qui lève le doigt qui râle. Alors à ce moment-là, elle fait un petit signe à son président d'agglo, et puis le président d'agglo comprend, et puis il dit « le sujet est terminé », là il a l'autorité. Et puis il y en a un autre qui effectivement dit on est en train de faire un projet dans le Périgord noir, mais moi je suis intéressé pour Tulle, tout ça c'est ensemble. Est-ce qu'on pourrait réouvrir le débat pour savoir si ce projet peut être étendu? Là elle fait un petit clin d'œil ou un petit signe à son président d'agglo qui dit très très bien, vous vous réunissez, on veut valider la fiche dans 10 jours, vous avez 10 jours pour le faire. Ce type d'animation-là manque, il n'est pas présent dans tous les territoires, c'est ça que j'appelais l'ingénierie de territoire, qui est la personne qui anime ces réunions, qui sait trouver les chemins et les compromis, qui sait aussi arrêter les débats inutiles. Il y a une deuxième ingénierie qui manque dans les territoires, c'est l'ingénierie financière. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui, en tout cas, qui choque certains de mes interlocuteurs. En France, il n'y a pas de problème de moyens et de ressources. Il y a un problème d'y accéder. Quand vous faites un projet, vous avez en général un tour de table financier à faire, public ou privé. Vous avez 3, 4, 5 dossiers à monter. Ils ont des temporalités différentes, des critères différents, des évaluations différentes. Et moralité, et l'argent est là, les moyens sont là.
Mais pour monter votre dossier, il vous faut un petit génie de l'ingénierie financière publique-privée. Ça, c'est encore l'ingénierie, je dirais, gamme au-dessus. Enfin, c'est pas la même nature de savoir-faire que l'animateur dont je vous parlais. Et de cette ingénierie financière, les territoires n'en sont encore moins dotés, à mon avis. On ne l'a pas encore mesuré, on est en plein dedans. C'est la stade de maturité aujourd'hui de territoire d'industrie. Voilà. Mais on n'a pas de problème de ressources. Je vais sur un territoire, je peux vous raconter une réunion à Carros, à côté de Nice. Je me fais recevoir très agréablement par le maire qui me dit « C'est super votre truc, mais vous n'avez pas un rond ». Je dis « C'est vrai, monsieur le maire, on va regarder les dossiers ». Et on a listé les dossiers devant 30 personnes, en disant « Vous avez tapé à cette porte-là ?»« Ah ben non, on ne l'a pas fait, on ne savait pas. » « Vous avez essayé ça ?»« Ben non. »« Vous voulez faire une GPEC territoriale, il y a une ligne de crédit qui n'est pas consommée au niveau de l'État. » Voilà. Et on est systématiquement comme ça, c'est un véritable sujet, je dirais, structurel. On a des outils, on a des ressources, mais nos territoires, les bénéficiaires de ces dispositifs, c'est ça qui est paradoxal, ne savent pas les mobiliser parce que des fois ils les méconnaissent ou des fois ils sont trop complexes pour être mobilisés. Parole d'une VP d'un conseil régional, c'est quand même incroyable qu'une entreprise, une PME de la région doive faire recours à un cabinet pour mobiliser une aide régionale et pourtant ça arrive. Voilà. Donc les moyens, il faut parler d'ingénierie, oui. Les territoires sont pauvres, on va appeler ça de l'intelligence, en tous les cas, en ces compétences d'animation et de montage de dossiers fins. Là, oui, il y a un vrai sujet. Ça, oui. Mais après, une fois que vous avez ça, est-ce qu'en France, il y a des ressources pour porter ces projets? La réponse est oui. Compétitivité, fiscalité. Alors, peut-être mes interlocuteurs sont sympas, mais quand je vais voir des chefs d'entreprise, ils ne m'en parlent pas. C'est le sujet de France Industrie. J'ai la chance de faire partie de quelques réunions à Bercy, voilà, Philippe Varin, Darmaillan, etc. C'est le sujet principal de France Industrie et il n'est pas illégitime du tout, hein, je ne dis pas ça. Sur le terrain, on ne m'en parle pas. Sur le terrain, on me parle de recrutement. Voilà. Alors, ça, c'est le. Alors, ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas des mêmes niveaux de priorité, simplement, il y en a une qui est peut-être nationale et l'autre qui est locale. Je laisse ça. Compétitivité, fiscalité, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? À titre personnel, là, c'est en dehors de mes enfin, c'est à la limite de ce que je développe aujourd'hui. Impôt de production, aujourd'hui, on prend le sujet dans le cadre du pacte productif. Il y a peut-être une trajectoire qui va être annoncée d'ici la fin de l'année. On a pris l'exercice comme un exercice d'économétrie fiscaliste. C'est-à-dire qu'on a mis des super spécialistes de la fiscalité et de l'économie. On a dit, parmi les impôts de production, quel est celui qui est le plus néfaste à l'économie? Tac, ils ont pointé celui-là qui devrait être dans la liste. Je crois qu'on devrait se poser la question différemment. L'impôt de production, c'est une part de valeur ajoutée qui est remise dans le territoire. Parce que c'est souvent de la fiscalité locale. Vous le voyez comme un impôt de production, les élus locaux le voient comme une fiscalité locale, c'est-à-dire quelque chose qui rentre dans leur caisse pour animer leur territoire. Et je crois que la question derrière, qui est pas celle qu'on se la pose aujourd'hui, c'est de se dire quelle est la part de la valeur ajoutée créée par un outil productif. Et il a des nuisances. Encore une fois, il ne faut pas le nier, même si c'est l'industrie du futur, que c'est beaucoup plus compatible avec la transition écologique, il y a des nuisances à une industrie. Ne serait-ce que parce que ça transporte des biens, et donc il y a de la logistique, il y a des camions qui passent, etc. Quelle est la part de la valeur ajoutée qu'on a envie de laisser dans le territoire? Et comment on le fait? Les impôts de production sont très mal perçus et sont perçus comme injustes parce qu'ils sont sur une base fixe. Ils sont anticycliques, comme on le dit de manière technique, c'est-à-dire vous avez un trou d'activité, vous payez le même impôt. À partir du moment où vous avez une discussion avec les élus locaux ou avec les responsables locaux, en disant une industrie ou un outil productif a des nuisances, on voudrait quand même remercier les populations qui sont capables de l'accepter, ce n'est pas tout le cas, encore une fois, il ne faut pas nier. Il y a une partie de la valeur ajoutée qui doit rester localement, très bien. Quel niveau et suivant quelle modalité et comment on partage le risque? Je crois que cette discussion-là, elle permettrait de résoudre cette question-là. On ne l'a pas prise comme ça. Voilà. Fiscalité aussi, un point moi qui me remonte sur la fiscalité, mais qui est emblématique de ce qui s'est passé pendant 40 ans. Vous construisez un entrepôt logistique, vous construisez une usine, vous n'avez pas la même fiscalité foncière d'un facteur 2. Et ça c'est perçu par les territoires, par les acteurs,
comme une injustice. Encore une fois, on paye des impôts, on trouve qu'il y en a toujours trop. Mais ce qui rend la chose intolérable, c'est quand on a l'impression que cet impôt est injuste. Et encore une fois, je prends un autre angle qui est le mien local, hein, de territoire sur le... Alors, c'est tout le sujet depuis 10 ans de la montée en gamme de l'industrie française. Grosso modo, on produit des produits de moyenne... Alors, la phrase de Gallois est un peu caricaturale, elle est faite pour choquer, mais globalement, l'industrie française est positionnée sur le moyen de gamme, les marges avec des coûts très élevés, c'est notre système social, c'est notre modèle culturel. Il faudrait qu'on soit dans le premium comme les Allemands pour pouvoir avoir les marges suffisantes et se payer notre modèle social. Et comme on est sur du moyen de gamme, on est concurrencé par le bas de gamme qui est fabriqué par la Chine. Il avait raison. J'ai eu le plaisir de participer à la rédaction de ce rapport, donc je vais certainement pas me dédire. Ce qu'on n'avait pas mesuré à l'époque et qu'on peut mesurer aujourd'hui, c'est que pour remonter un outil industriel, pour faire cette montée en gamme par la qualité des produits, il faudra 20 ans au minimum. Et pendant 20 ans, je ne sais pas si la France est encore capable de se supporter tous les déficits structurels qu'elle a. Donc oui, c'est un bon objectif. Non, l'urgence sociale ou l'urgence de l'équilibre de nos comptes ne permettra peut-être pas d'attendre ce moment-là et de suivre ce modèle. Quelle est l'alternative? Je crois, enfin c'est en tout cas une thèse que je défends, je crois que cette injonction aux produits de services, ça demande moins de capital, ça demande plus d'agilité, on a plein d'innovations en France, et donc si on est les premiers à faire ce 50-50 dont je parlais, entre 50% d'un produit avec 50% d'un service, on fera une montée en gamme, entre guillemets, de notre production manufacturière, mais bien différemment de ce qu'on avait imaginé dans le rapport Gallois. On le fera par le service, et on a quand même découvert avec la French Tech qu'on avait une capacité d'innovation en France qui a surpris tout le monde. Aujourd'hui, cette capacité d'innovation digitale, elle est plus liée à commander la pizza en 3 clics que de faire l'application qui va aller sur le moteur électrique pour dire quand est-ce qu'il va tomber en panne et pour qu'il soit réparé avant. Mais si on arrive à faire cette bascule-là, à mon avis, on a là un nouveau modèle de montée en gamme qui n'était pas celui imaginé par le rapport Gallois et qui peut se mettre en œuvre en quelques années et qui est plus compatible avec les exigences sociales ou de déficit structurel qu'on a. Oui, enfin, je veux dire, je crois que tout ça, on est dans une transition. Je ne sais pas quelle va être cette cohérence, mais je ne vois pas pourquoi on l'opposerait. On l'a dit tout à l'heure, je reprends cet exemple-là, hein, la fiscalité, c'est le premier sujet de France Industrie. Le recrutement et l'emploi et la formation, c'est la première priorité dans les territoires. C'est pas parce que c'est pas la même chose que c'est incohérent. C'est juste qu'à différents étages, il y a différentes problématiques qui se posent et qu'elles doivent être toutes traitées. Je crois qu'on a besoin de mettre un peu en cohérence tout ce qu'on a fait pour la politique industrielle, mais je ne vois pas d'incohérence naturelle aujourd'hui. La relation grand groupe PME. Angoulême. Je vous donne des exemples. Hein. Angoulême, ils se posent la question et ils nous ont fait une fiche action sur comment est-ce qu'on pouvait faire travailler localement des PME, des startups avec des grands donneurs d'ordre. Aujourd'hui, le sujet relation entre les grands donneurs d'ordre au niveau national et puis PME, c'est beaucoup concentré sur les délais de paiement, les trésoreries, ce qui est un vrai sujet. Hein. C'est comme la fiscalité, je ne le nie pas, simplement, ce n'est pas mon niveau de le traiter ou il n'est pas traitable au niveau des territoires d'industrie. En revanche, cette problématique, et pour répondre à ce que je disais, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait rentrer la start-up dans l'entreprise locale, dans l'industrie locale, pour permettre de développer ces services sans qu'ils aillent à Nantes, Marseille ou Lille. Voilà un sujet dont ils se sont emparés. Et aujourd'hui, leur action mérite encore d'être un tout petit peu maturée. Ça va durer 10-15 jours, 3 semaines maximum. Puis après, ça fait partie des actions qu'on a envie de, je dirais, porter comme action emblématique pour faire réfléchir d'autres territoires, parce que je crois que cette question-là, elle est clé. Et il n'y a pas de réponse unique, à mon avis. C'est des questions de comment un territoire, comment une communauté d'hommes et de femmes, de dirigeants, s'en empare. Juste pour un point tout simple, parce que ce n'est pas unique. Le responsable d'un site industriel d'un grand groupe peut se donner une liberté par rapport à son groupe ou ne pas se donner une liberté par rapport à son siège. Prendre des initiatives locales ou pas. Et ça dépendra de lui.
Ça dépendra de lui. Et si effectivement il est prêt à jouer le jeu du système, de l'écosystème, parce qu'il y croit, parce qu'il pense que ça va donner des atouts à son site, ça va lui donner de la compétitivité, ça peut même lui donner un boost parce qu'il va faire des choses intéressantes pour sa carrière, et ben dans ces cas-là, ça marchera bien. Si au contraire, la règle dit tu regardes ton PNL et tu m'élimines tout ce qui ne sert à rien par rapport à la productivité, et donc tu ne vas pas passer 3 heures dans des réunions avec des élus qui se chamaillent, eh ben il ne le fera pas. Voilà. Donc ce sujet-là est en train d'être pris localement, ça avance doucement, mais je pense que c'est pas du tout désespéré. Au contraire, les bons exemples vont faire émulation. H2O ENR, très bonne question. Je ne sais pas, très bonne contradiction que vous soulignez. Hein. Encore une fois, on est dans une phase de transition. Une phase de transition est aussi marquée par un certain nombre de contradictions qui ne sont pas encore levées. On a raté de faire une filière des énergies renouvelables. Ça, c'est évident. Je peux vous dire que les gens sur les territoires qui avaient des projets d'usines d'éoliennes ou de solaire ont une colère, une forme de frustration et de colère à l'égard de l'État qui n'a pas su orienter les 8 milliards d'euros qu'on met par an sur les ENR vers une filière industrielle. Ils n'ont pas envie de rater la même chose sur l'hydrogène. C'est ça, hein, leur moteur. Hein. On a raté le solaire, on a raté l'éolien. Ne ratons pas l'hydrogène, et donc se mobilisent là-dessus et sont opportunistes. Ils sont opportunistes là-dessus. Ils ont raison de l'être. Et aujourd'hui, ils commencent à se coaliser. Les collectivités locales qui achètent des voitures qui vont fonctionner à hydrogène sont en train de faire un groupement. Ils ont contacté l'UGAP, etc., pour pouvoir faire des achats massifs et contrôler, eux, le cahier des charges pour être sûr que les bagnoles soient produites dans leur territoire. Ce qu'on n'a pas réussi à faire. Voilà. Mais je n'ai pas la réponse à la contradiction. Oui, on fonctionne dans un système où les moyens sont encore assez concentrés. Ascoval et puis la simple, je dirais cette pression administrative. Ascoval, je ne connais pas assez le dossier. En tant qu'observateur, j'ai tendance à partager votre sentiment, mais je ne plongerai pas dedans. Sur ce qui est de la relation entre les entreprises et l'administration, j'ai eu la chance récemment de participer à la mission de Guillaume Kasbarian sur la simplification, dont les résultats ont été validés par le Premier ministre lundi. Je vous donne mon sentiment. On a déjà fait un certain nombre de simplifications dans le droit, et notamment dans le droit de tout ce qui est la DGPPR, la prévention des risques. Il y a encore de la simplification à faire sur les sujets de protection de la biodiversité. Ça, c'est un état des lieux. 2 convictions derrière. 1, on a tendance à... En France, on est, je crois, je vais essayer de trouver, il y a 2 classements que j'aime bien, un classement où on est dans le monde en termes de protection de l'environnement et où on est en fardeau administratif. L'Allemagne et la Suède sont dans le top 25 des 2. La France est numéro 2 sur la protection de l'environnement et 107e sur 140 pays. 107e sur 140 pays. Regardez les pays auxquels on se compare, hein, on se fait peur. Hein, d'accord ? En termes de fardeau administratif. Et plus lourd. Plus lourd. C'est là, enfin, meilleur le classement, moindre est le fardeau. Voilà. Et donc là-dessus. Mais vraiment, on est décalé. On est décalé. Et là-dessus, ce qu'on n'a pas, enfin, ce que nous disent l'Allemagne et la Suède, c'est que pour haute protection environnementale et moindre fardeau administratif, ou fardeau administratif, ça peut aller ensemble. Ça peut aller de pair. Et ça, on ne l'a pas compris encore en France. Premier point. Deuxième point, quand on fait l'état des lieux, c'est essentiellement une question de culture. On a tellement tapé sur le fait industriel, l'industrie ça servait à rien, qu'on a laissé se faire des comportements à l'égard de l'industrie dans l'administration qui sont simplement inacceptables. Mais comme on ne le regardait pas, on s'en foutait, un chef d'entreprise à Belfort nous a dit qu'il avait été sommé de donner un certificat comme quoi il ne serait pas victime d'un tsunami. Encore une fois, on va dire, bon, c'est pas grave, c'est individuel, c'est un fonctionnaire qui a un petit peu dérapé. Le seul truc, mais c'est comme dans les sociétés, vous savez, le passage à l'acte de la violence. Il y a des passages à l'acte de la violence que si la société a généré une certaine forme de violence en elle. C'est la fin de la courbe de Gauss qui débrape. Ben là, c'est pareil. On a laissé la courbe de Gauss de comportement vis-à-vis de l'industrie se décaler tellement qu'on a laissé ce type de comportement se faire.
J'étais à Lyon il y a 3 jours, on a ouvert ce débat. Il y avait, alors il n'était pas tout à fait industriel, mais il y avait quelqu'un de Saint-Jean-de-Maurienne qui expliquait qu'ils avaient un problème avec un groupement d'entreprises pour les stations de ski. Industrie du tourisme, on a laissé faire dans l'ordre du jour. Et il y avait quelqu'un de la direction départementale du travail qui lui a expliqué que son problème n'en était pas un parce que la solution existait dans les textes, il suffisait qu'elle vienne le voir. Des situations comme ça, il y en a à l'appel. Aujourd'hui, ce fardeau administratif, il est composé à peu près de 20% de textes à simplifier, parce qu'il y en a encore, de 80% de dialogues qui ne se font pas entre les porteurs de projets et ceux qui ont l'expertise de la législation. Les législations sont pas mal faites, elles ont souvent une petite porte dérobée derrière qui permet aux cas très difficiles d'être traités. Les préfets vont avoir la dérogation, alors on ne peut pas déroger à une directive, mais on peut déroger à tout ce qui est réglementaire avec la signature d'un préfet, on va leur donner ce droit de le faire. Donc ce fardeau administratif, il est peut-être un peu dans les textes, il est beaucoup dans la façon dont nous n'avons pas nourri le dialogue entre porteurs de projets industriels, et des fois c'est un élu qui fait une... C'est pas qu'un chef d'entreprise, c'est un élu qui veut faire une zone d'activité, et les instructeurs administratifs des dossiers. Si on remet en place ce dialogue-là, localement, si les gens se parlent, vous verrez, on va remonter dans le classement à toute vitesse. J'ai proposé qu'on se donne comme objectif d'être au moins au 50e rang dans 3 ou 4 ans. Ça n'a pas été annoncé comme tel, mais je pense que c'est réellement faisable. Éducation nationale. Éducation nationale, oui, je partage, il y a une évolution que je mesure tous les jours. Je pense que le ministère est maintenant, c'est pas que le ministre, je parle bien du ministère, est convaincu de ce lien entre formation et entreprise. Mon sentiment, c'est que les rectorats le sont. J'ai rencontré des proviseurs, et à mon avis, c'est la majorité qui sont exceptionnels d'ouverture, notamment dans les lycées professionnels. Il y a encore une résistance sur le corps enseignant. Moi, j'ai des témoignages où des chefs d'entreprise sont fait foutre dehors des classes parce qu'on ne laisse pas rentrer le grand méchant capitalisme dans le temple du savoir. Mais c'est des paroles de 2019, je ne dis pas que c'est des paroles... voilà. Donc, mais cette évolution est en train de se faire. Il y a quelque chose qui a été... Il y a une possibilité qui a été ouverte, c'est les heures d'orientation. Vous savez que les orientations sont passées aux mains des régions maintenant, l'orientation. Alors la loi fait quelque chose, le décret va sans doute essayer de verrouiller ça au maximum, parce qu'il y a des gens qui avaient là leur précaré, mais c'est une superbe opportunité, si les régions jouent bien la carte, pour faire rentrer l'entreprise au plus proche des jeunes. 54 heures par an dans les lycées généraux, plus de 100 heures dans les lycées professionnels. Vous avez 100 heures pour expliquer à des gens qu'est-ce que c'est que les entreprises à côté. Ça demandera aux chefs d'entreprise de se mobiliser. La transformation, alors ça c'est le premier point, ça évolue. Et je vais vous faire la même réponse que tout à l'heure sur un autre sujet, ça va continuer à évoluer, je suis optimiste, mais ça va prendre du temps. Et pendant, à mon avis, 1 ou 2 décennies, les entreprises, les industriels n'ont pas d'autre choix que de former eux-mêmes les gens dont ils auront besoin. Je ne sais pas si le système public de formation continue, de formation initiale, va réussir son adaptation, je suis plutôt optimiste, je vois des signes positifs, je sais que ça va prendre du temps. Et que pendant 1 ou 2 décennies, il faudra que l'entreprise se transforme en lieu d'apprentissage, de formation, et même sans doute en lieu d'insertion. Je dis bien même sans doute en lieu d'insertion, parce qu'on a 900 000 personnes en France qui sont au chômage et qui sont très éloignées de l'emploi. Si on veut les remettre au travail, il faut ce qu'on appelle les insérer. Aujourd'hui, les structures publiques pour le faire n'ont quand même pas été n'ont pas un succès formidable. Alors, faire un CFA dans une entreprise, on le sait faire aujourd'hui, il y a des entreprises qui rachètent des CFA. Parce que devenir un lieu d'apprentissage, c'est pas simplement avoir une plateforme, mais c'est avoir l'ingénierie d'apprentissage. Qu'est-ce que tu penses de la montée en charge et la montée en puissance des diplômes en alternance ? Oui, on ne peut être que favorable. Je crois que la demande, elle est tellement pressante qu'il y a des gens qui vont s'affranchir des diplômes. Et donc la question qu'on va avoir en face de nous, et c'est ce que j'entends de chef d'entreprise, c'est je vous forme et puis de toute façon après vous avez une employabilité. Et donc comment est-ce qu'on est capable de donner une pérennité à cette employabilité aux gens qui rentrent là-dedans ? C'est encore un sujet qui à mon avis, c'est bien le système de l'alternance, mais il y a un sujet encore plus urgent qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui.
Donc voilà, éducation nationale et formation. Et donc on est maintenant, l'entreprise va se transformer en lieu d'apprentissage. Ce n'est pas l'entreprise apprenante, mais c'est l'entreprise dans un lieu d'apprentissage. Lieu d'apprentissage. Il y a des entreprises qui rachètent des CFA pour avoir, en fait, qui rachètent la compétence. Hein, c'est pas, voilà. Et demain, je pense, ce sera un lieu d'insertion parce qu'on aura besoin de traiter ça. Mobilité jusqu'au local, je ne sais pas te répondre, Gilles. Je suis désolé là-dessus, je ne connais pas assez le sujet. Moi, je vois plein de fiches de mobilité durable, douce dans les territoires. Hein. L'organisation de la mobilité intra-territoriale. Toujours hein, dans cette désaffection qu'on a eue pour l'industrie, les plans de transport en commun, elles ont desservi des centres-villes, des lieux d'habitation vers les centres commerciaux. Ça, vous avez des bus, hein. Il n'y a pas de problème. Par contre, servir la zone d'activité industrielle, non. Eh ouais, ça, c'est une réalité. Et donc là, je vois plein de projets qui se remontent. Alors, c'est pas ta problématique, hein, mais voilà. Et souvent douce, avec des voitures électriques, des choses comme ça. Analyse redondance. Le seul niveau de vérification qu'on a mis dans le dispositif, c'est le niveau régional. Donc il y a une validation des fiches par un comité de pilotage régional présidé par le président de région, et c'est souvent le VP à l'action économique, qui évite qu'on fasse deux cités du numérique à 10 km l'une de l'autre pour les mêmes publics. Voilà. Donc c'est le seul niveau de mise en cohérence qu'on a, et qui est au niveau régional, on a souhaité le mettre parce que c'est la loi développement économique, c'est là aussi on a tous les schémas régionaux de mise en cohérence. Donc cette vérification, elle se fait au niveau des grandes régions. Nouvelle couche. Alors oui, tu as raison. Et on en rajoute beaucoup tout le temps et on n'en élimine pas beaucoup. On est, à mon avis, on est encore en train de se chercher et je trouve qu'on ne se trouve pas très vite. On avait un modèle de structuration commune, département, État. À un moment donné, il y a 10-20 ans, on a dit tout ça c'est terminé. Maintenant, c'est plutôt, on va dire, EPCI, région, Europe. Et puis le balancier est en train de revenir et on cherche la bonne dimension. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas quelle sera ou quelle est la bonne organisation territoriale que nous souhaitons mettre en place. Quelle est la bonne maille? Et on se cherche. On s'est cherché avec les pays. Les EPCI sont des fusions de communes qui n'ont pas encore fini leur transition. Les territoires qu'on colle dessus, il y en a plein. Hein. Il y a les territoires de transition écologique, non pas le périmètre, que mes territoires d'industrie, non pas ceci, non pas cela. Et on se cherche et on ne connaît pas la bonne maille aujourd'hui. Je n'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'on va y trouver. Par contre, je serais triste si on pensait qu'on pouvait l'imposer d'en haut par une réflexion. Je pense que c'est quelque chose qui se mettra en place par les dynamiques locales. Il faut arrêter de penser qu'il y a une bonne maille, une règle, aussi sophistiquée qu'il soit, qui s'applique à toutes. Et donc, il faut aller un cran plus loin, c'est ce que je fais dans le territoire d'industrie, pour dire au territoire, vous vous organisez, vous prenez en main. Et avec qui vous voulez bosser. Alors après, il y aura peut-être des trous dans la raquette, hein. Il y aura des EPCI qui seront orphelines, etc. Et à ce moment-là, il y aura une régulation qui se fera. Mais on n'a pas trouvé la bonne maille. La bonne maille ne se trouvera pas d'en haut parce qu'encore une fois, la dynamique d'un territoire, elle ne répond pas à des caractéristiques structurelles, elle répond à un capital social, à des hommes et des femmes qui sont prêts à s'investir pour les animer et qui ont le talent pour le faire, qui ne sont pas des leaders directifs, mais des leaders inclusifs, inspirants. Je suis frappé par le côté pragmatique. Bon, vous avez tous dit, putain, il y a un bordel en France, le truc, la fiscalité, l'empilement. Lui, il s'en fout, lui, il va voir les territoires, il va discuter avec les gens, et donc peut-être qu'il y a une espèce de reconstruction qui se fait par en bas avec les gens qui ont la volonté de faire quelque chose, et en partant de là, on va heurter les autres problèmes et on va essayer de les résoudre de cette manière-là. Donc tout ça, c'est très encourageant. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur le méchant capitalisme, parce que je vois Élise Lucet, tous les je ne sais pas combien à la télé, vitupérer les méchants industriels qui ne font que des horreurs. Donc c'est encore très vivant cette histoire-là. Donc on a encore la loi Pacte, la raison d'être, un certain nombre de choses de ce genre-là qui sont tout à fait passionnantes. Moi, comme ministre de l'Environnement dans le temps, mes meilleures relations, c'était avec l'industrie.
Les pollueurs, c'était plutôt, excusez-moi de le dire, les pollutions diffuses, hein, donc c'était plutôt l'agriculture à l'époque, ou les villes, les collectivités locales, tandis que l'industrie, c'était impeccable, on pouvait parler des ingénieurs, pas de problème, on s'entendait bien, etc. Et donc, si vous voulez, il y a vraiment une différence dans la perception des choses qui n'est pas partagée par tout le monde, quoi. Et donc, on a envie de faire partager ça. Je disais à Olivier, parce que j'ai travaillé avec une association qui s'appelait Association Progrès du Management, qui était un truc du MEDEF, et on tournait, et on trouvait des choses incroyables. C'était le leader mondial du ruban de soutien-gorge. Ah bon, le ruban de soutien-gorge, ben, le leader mondial était français. Et mon meilleur souvenir, c'est une usine qui faisait les glaçages de gâteaux. C'est incroyable. C'était le leader mondial du glaçage de gâteaux. C'était juste avant la fête nationale grecque. Il y avait des centaines de gâteaux avec un glaçage en blanc et bleu, couleur de la Grèce, etc. Quand on voit des choses comme ça, on est quand même extraordinairement frappé de cette inventivité, de tout ça. Bon, maintenant, je ne crois pas, moi, à la transition. Il n'y a que des transitions. Hein. Et donc, je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que c'est que l'industrie, mais c'est très bien. C'est parfait comme ça. Nous sommes dans une situation où on essaye d'expliquer que l'économie utilise des ressources naturelles pour les transformer en marchandises et services. Et on est dans une situation où cette industrie, on essaye de la rendre la moins consommatrice possible, si je puis dire, de ressources naturelles et d'énergie. Et donc, ce qui me frappe, c'est quand même qu'il y a une espèce de floraison de projets qui doivent évidemment s'inscrire dans cette logique-là, si possible. Et en même temps, je suis très préoccupé parce que je vois un gars comme Trump, par exemple, qui est en train de supprimer toute la législation environnementale pour que précisément l'économie ou l'industrie puisse fleurir plus facilement. Et donc je suis préoccupé de ce modèle-là et intéressé par ce que tu as dit sur le fait qu'on peut protéger l'environnement avec un fardeau administratif moindre. Voilà, donc tout ceci est tout à fait passionnant. On te souhaite bon courage, grand succès, et on sera très content dans peut-être 2 ans de te réinviter pour que tu nous dises voilà où on en est, on en a 2 fois plus. Voilà, merci beaucoup.